Et non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans Terres et Vignes de l'Aube. Et puis si je suis en train de mettre la main à la pâte, c'est que je suis comme vous. Je suis en train de préparer mes repas de fête, que ce soit pour Noël et pour Nouvel An. Alors aujourd'hui, dans ce numéro, avec la Chambre d'agriculture, notre partenaire, nous avons décidé de nous lancer un défi, essayer de mettre en place un repas de fête 100% au bois. Alors comment faire? Quel produit choisir? Pour quel budget? On va découvrir tout ça dans ce sommaire. Pour l'instant, on s'affaire en cuisine? On est prêt? Allez, c'est parti, le sommaire. Aujourd'hui, le MAC Terres et Vignes de l'Aube vous propose de déguster des produits de fête au bois. Où les trouver, comment les cuisiner? Réponse avec nos invités, sans oublier des senteurs de terroir haut de gamme. Voilà, une truffe. Un foie gras de canard, c'est 450, 550, 600 au maximum. On a fait la deuxième récolte cette année, récolte que vous pouvez voir là. Il y avait à peu près une quarantaine de grammes. La rubrique Comment ça marche présente les coulisses de la production d'un fromage exporté aux quatre coins du monde, le chaours. Et retourner manuellement chez nous tous les 2 jours pour équilibrer l'humidité dans le fromage. Après un retour sur l'actualité agricole auboise, la rubrique Contre-champ vous délivre les secrets d'une association champagne mais réussie. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube met à l'honneur des produits de fête au bois. Et pour inventer ce repas de Noël 100% au bois, j'ai de la chance, j'ai demandé de l'aide à un chef qui donne des cours de cuisine au lycée Édouard Herriot et également des cours en privé. Yves Abraham, bonjour. Bonjour. Alors, quel plat 100% au bois vous avez décidé de nous préparer pour ces repas de fête? Alors, on a décidé de sortir un peu des sentiers battus. On est parti sur une épaule d'agneau. C'est des choses qu'on ne va pas travailler spontanément. On va plutôt travailler les côtes, les choses comme ça. Et puis, on est parti aussi sur une blanquette. Alors, une blanquette, ça se fait traditionnellement avec du veau. On va le faire avec de l'agneau et on va le faire avec du cidre. Et tous ces produits sont au bois dans un rayon de, allez, on va dire 20 km autour de Troyes. Quelques idées d'où viennent ces produits, par exemple l'épaule? L'épaule d'agneau, elle vient de Pelle et d'Air. Le cidre, il vient de Mousset. Les lentilles, on peut dire, il y en a une partie qui vient de Bouilly, d'autres qui viennent juste des lentilles rosées de Champagne, qui sont nos voisins. Alors ça a l'air intéressant tout ça. Vous savez quel est le défi pour cette émission? C'est de nous préparer dans les 26 minutes ce repas de fête. Vous êtes prêts? On est parti. Top chrono, c'est parti. Ça a l'air vraiment appétissant, Christian. Là, je vais peut-être rester d'ailleurs. Moi, je salive déjà, en tout cas. Hein. Autour de cette table, en tout cas, il y a Alexandra Bollert. Merci d'être là. Et à vos côtés, Frédéric Sonzogno. Première question pour vous, Alexandra. Finalement, vous êtes chargée de mission circuit court à la Chambre d'agriculture, je précise. Vous qui êtes une professionnelle, quels sont vos critères pour déterminer qu'un produit, un producteur est local? Alors un producteur, on s'attache déjà à nos producteurs au bois, donc voilà, ça va être le critère départemental. Après quand on parle de circuit court, moi je rajoute souvent la notion de proximité aussi. Donc circuit court, on est sur un producteur qui commercialise ses produits en direct auprès du consommateur, et donc à cela on rajoute cette notion de proximité, c'est-à-dire aller au plus près. Il produit et il transforme localement aussi, hein, c'est un critère. Également, oui. Et combien sont-ils finalement? On estime à 80, 100 producteurs à peu près sur le département. On est en train de remettre notre base de données à jour en vue de faire justement un site internet grand public qui permette de localiser tous nos producteurs. Vivement qu'on puisse le voir. Alors on connaît dans l'Aube les céréales, les betteraves, on connaît aussi l'andouillette, mais existe-t-il suffisamment de variétés de produits locaux pour faire un repas de Noël de l'entrée jusqu'au dessert? Oui. On a peu de producteurs, pour autant, on a une très large gamme de produits, donc sur les fruits et légumes, la viande, les produits laitiers, et puis plus spécifiquement pour les repas de fête, on va trouver des escargots, du foie gras, du saumon fumé. On a tous ces producteurs sur le département. Même du saumon fumé? Oui, du saumon truité fumé, très exactement. Comment se procurer ces produits locaux? Parce que ça donne envie, tout ce que vous nous racontez, mais est-ce que c'est très facile de se procurer ces produits locaux?
Facile, oui, mais ça pourrait l'être davantage dans le sens où ça nécessite pour l'instant un petit effort du consommateur d'aller se rendre chez chacun des producteurs pour acheter ses produits. Bon, mis à part, on a quand même quelques marchés de producteurs. On a un marché une fois par mois à Troyes, le marché Jules Guesde. À Romilly, on a un marché qui a lieu toutes les semaines également. Mais c'est aussi le rôle de la Chambre d'agriculture, justement, d'aller structurer et de proposer des points de vente à terme qui permettent de trouver l'ensemble des produits, d'où les projets sur lesquels on travaille actuellement, de magasins de producteurs, de drive fermiers dont on a déjà parlé, mais voilà, qui devraient voir le jour pour le drive, on l'espère, fin 2014. Christian, les repas de fête, c'est souvent l'occasion de se faire plaisir avec des produits haut de gamme. Est-ce que vous en avez trouvé dans l'Aube? Oui, en attendant le site internet, il y en a déjà un très bon, ça s'appelle jeconsommelocaldansl'Aube.fr. C'est vraiment une pépite ce site. Alors vous pouvez par exemple vous procurer des truffes, du foie gras de l'Aube et aussi du safran, le tout dans le Chaourçois, c'est un triangle d'or et je propose de voir le reportage. On a fripouille et perles, deux chiennes qui ont été éduquées à la recherche de la truffe, tout bonnement. Il faudra que quelques minutes à fripouille et perles pour dénicher au pied des noisetiers, charmilles, chênes ou hêtres des truffes. Dans le sol, vous voyez là, souvent c'est sous la frondaison quand même des arbres. Voilà, une truffe. Ici, près de Pragelonne, sur 3 hectares, l'année 2013 a particulièrement été favorable au développement de la truffe de Bourgogne, une truffe qui, malgré son nom, est bien auboise. Alors c'est vrai que ça pose un petit souci pour communiquer au niveau de Champagne-Ardenne et de la Champagne, mais Tuber uncinatum s'appelle truffe de Bourgogne. Aucun traitement n'est nécessaire pour l'exploitation de la truffe, qui se trouve dans son milieu naturel. On en trouve autour de la ville de Troyes. Ce qui est dommage, c'est de penser à ça uniquement pour les fêtes. Je veux dire, la truffe de Bourgogne, on la trouve surtout l'automne, à partir du mois de septembre. Donc penser à ça uniquement pour les fêtes, c'est se gâcher un peu le plaisir. Il suffit d'enfermer des œufs frais avec quelques truffes dans un récipient hermétique. Vous attendez 48 heures et vous mangez des œufs qui ont une autre dimension, quoi. À Arel, c'est un foie gras de canard qui prend toute sa dimension dans les mains de Robert. Terrible foie gras truffé cette année. À voir toutes les commandes qu'on a là depuis 15 jours, on va commencer à même refuser certaines ventes, notamment en foie gras cru. En Verrine ou frais, ici, 1600 canards sont transformés chaque année par ces soins de façon traditionnelle. Alors je vais peut-être choquer certaines personnes en disant que ça ne vient pas du sud-ouest. En France, c'est l'Alsace qui a commencé. En vente directe, Robert délivre à ses clients des recettes ou ses secrets de sélection. Un foie gras de canard, c'est 450, 550, 600 au maximum. Moi, je sais que je préfère empoêler avec une petite sauce balsamique, avec quelques pommes. Ça, c'est super bon. À 10 minutes de là, à Beauvoir-sur-Sarce, Karine a, elle, choisi de cultiver des fleurs savoureuses. Donc là, c'est le pied de crocus qui va passer tout l'hiver sous forme de feuilles. La fleur va apparaître, elle, début octobre. Des fleurs, elle en extrait les pistils qui permettent d'obtenir le safran. On a fait la deuxième récolte cette année, récolte que vous pouvez voir là. Il y avait à peu près une quarantaine de grammes. 40 grammes à partir de 6000 bulbes. Il y a un siècle, la culture de cette épice était courante en France. Dans l'esprit des gens, c'est une culture des pays chauds. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que justement, le pistil n'est pas soumis à de la chaleur et donc à des pertes d'arômes. Karine vend des pots de 0,1 à 0,5 grammes et elle explique à ses clients les quantités infimes qui suffisent pour cuisiner. 2 à 3 pistils suivant la recette par personne, donc c'est vraiment très faible. Dans les risottos par exemple, mais il s'associe très bien avec les coquilles Saint-Jacques, avec les poissons blancs. Grâce à ses producteurs, l'Aube révèle des saveurs raffinées sur les marchés ou en vente directe à la ferme. Et je peux vous garantir que ça sent vraiment très très bon, surtout les truffes. Alors Alexandra, foie gras, viandes diverses, peut-on aussi savourer une cuisine peut-être plus légère grâce aux produits locaux ? Plus légère. Fruits, légumes, je ne sais pas. Oui, tout à fait. On a également tous les producteurs en maraîchage, en fruits, sur des viandes, des champignons volailles, par exemple. Des champignons également. Asperges, choux, fruits. Oui. Donc de saison, bien sûr, on va trouver ça à des époques différentes, puisque l'idée aussi, c'est de rééduquer, je dirais, un petit peu le consommateur. On ne trouve pas les produits à toute période de l'année, donc il y a vraiment une
sensibilisation, une rééducation à faire à ce niveau-là. Mais on trouve beaucoup de choses. Bon, Fabrice, est-ce que ça sent toujours bon? Ça sent vraiment extrêmement bon. On retrouve notre chef Yves Abraham qui est en train de nous concocter un plat 100% au bois. Un clin d'œil d'ailleurs à la société AM Pro qui a permis l'installation de cette cuisine dans le studio. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Là, je suis en train de faire ma blanquette, donc je l'ai mis uniquement dans l'eau pour la faire blanchir. On s'aperçoit qu'on a une écume qui va monter à la surface. Cette écume, je vais l'enlever. Il faut absolument enlever ça si on veut un bouillon qui reste bien clair à la fin. Donc ça, c'est un peu de sang et un peu l'albumine de la viande qui coagule en surface. On va la retirer. Ensuite, on va régler l'ébullition et seulement à ce moment, on ajoutera le cidre. Et à côté? À côté, ce sont les lentilles. Alors, les lentilles, on les voit bien vertes et bien roses. Alors, il y a une petite astuce, parce que quand vous cuisez des lentilles à la maison, en général, même si elles sont vertes, elles deviennent noires. En fait, je les fais tremper la veille. Je change plusieurs fois l'eau, parce qu'il y a des tanins dans les écorces qui noircissent à la cuisson. Si on l'a trempé au préalable, qu'on l'a bien réhydraté, qu'on l'a bien rincé, après on conserve les couleurs et comme on le voit dans le plat, là on a vraiment des couleurs bien tranchées. Est-ce que c'est un avantage pour un chef d'utiliser des produits locaux? Est-ce que c'est plus frais? Oui. Bien sûr, parce que déjà aujourd'hui il y a une appétence de la clientèle pour les produits locaux et quand on veut faire du tourisme, il faut mettre en valeur ce qu'on a à côté de soi et pas ce qui vient de l'autre bout de la terre. Ça sert à rien. Faut faire travailler les gens qui sont à côté de nous. Bon, en tout cas, votre plat, il est en train de travailler également, ça se voit. Je vous propose de découvrir de nouveau des produits locaux dans la chronique Comment ça marche. On va découvrir les coulisses de la production locale. Fabrice, comment ça marche consacré à un produit phare? Il s'agit du chaours, la fabrication du chaours. Alors ce fromage sera sûrement sur de nombreuses tables auboises pour les fêtes. Et je propose tout simplement de voir les coulisses de la production. Il faut, sachez-le, se lever très tôt. Pour faire du chaours, il faut surtout du lait de vache et se lever tôt. En fromagerie, il y a une personne qui commence à 5 h le matin. Et à l'élevage, on commence à 6 h. Le cahier des charges de l'appellation définit entre autres les races de vaches, leur alimentation et leur territoire d'élevage afin d'obtenir le précieux lait. Il faut 7 litres de lait à peu près pour faire 1 kg de chaours. À chaque traite, une vache permet de fabriquer 4 gros chaours. Son lait est immédiatement transféré à la fromagerie pour la première étape traditionnelle, la maturation. Hier, c'était du lait et ce matin, c'est du fromage prêt à mouler, c'est du lait coagulé. On met à peu près 40 litres dans chaque bac et on met de la présure. Par les siècles passés, les fermières, lorsqu'elles traillaient les vaches dans nos régions, mettaient un petit peu de présure, laissaient coaguler toute une nuit, une douzaine d'heures, et venaient me faire le moulage le lendemain matin. Le lendemain, cet atelier s'active pour la deuxième étape, le moulage. L'important dans le chaours, c'est aussi de prendre soin du cahier, du coagulat, qu'il ne soit pas mixé, qu'il ne soit pas haché. Et on prend à chaque fois un demi-litre et dans son intégralité. L'égouttage, même le salage et le séchage est fait principalement pour évacuer cette partie liquide. Plus on évacue de petits laits, meilleur sera le fromage. L'égouttage va durer 24 heures. Et demain matin, à 5 h, 6 h, on va démouler, saler et passer les fromages au séchage. Une fois sec, l'expertise de l'affinage rentre en jeu avec les champignons pénicillium qui forment la croûte veloutée. Là ici on a un fromage qui vient de sortir du séchage, donc on est déjà sur un fromage qui a 5 jours. Donc là on est sur un fromage qui a 24 jours et on voit nettement la partie qu'on appelle protéolyse, la partie on va dire plus liquide entre la pâte et la croûte. Et c'est vraiment ça qui fait l'affinage. Le chaours est retourné manuellement chez nous tous les 2 jours pour équilibrer l'humidité dans le fromage, pour qu'il ne se déforme pas. 14 jours minimum sont nécessaires. Plus étonnant, à partir d'une même base, le chaours aurait pu être transformé en un autre fromage. Ici, on affine des chaours et des sous-matrins. C'est la même base au départ. D'un côté, le chaours va fleurir, le champignon va pousser, on l'a vu. Et ici, le sous-matrin, on va empêcher la pousse du champignon en le lavant, en le frottant 3 fois par semaine. Pour revenir au chaours, dernière étape avant d'être expédié, ici, 1 sur 2 est entouré de papier. Si on laissait les fromages nus les uns contre les autres, ils finissent par se coller ensemble, se marier.
Donc on n'aurait plus 6 chaours, mais un seul. Normes sanitaires obligent, les chaours sont ensuite expédiés à -4 degrés, soit en camion, soit en avion, partout dans le monde. Alors, avant d'aller à Tokyo, on se consacre à l'aube. Est-ce que la production locale est, par exemple, distribuée dans les cantines scolaires? Est-ce qu'elle est suffisamment importante? Elle est distribuée, mais on est plus sur des cas particuliers avec des collectivités qui montrent une volonté de travailler sur le local. Notant que on n'est pas en capacité, on n'a pas cherché au niveau de la Chambre à développer ça. De grande envergure, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas suffisamment de producteurs pour répondre à la demande. Donc, mais on y travaille, on cherche à structurer tout ça. Alors pour un repas de fête, on pense aussi au budget. Quel budget on va consacrer? Est-ce que finalement, consommer des produits locaux, ça coûte plus cher? C'est la question qu'on peut se poser. En bref, peut-être. Hein. Pas toujours. On va être sur une même gamme de prix sur des légumes. Voilà. Sur des produits festifs, on va plutôt se retrouver sur la fourchette haute. Mais parce que les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes. Sur des volailles, on va avoir un temps d'élevage beaucoup plus long qu'une volaille industrielle. Voilà. On est dans le qualitatif. On est dans le qualitatif. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, 1 ou 2 exemples de recettes locales qu'on trouve là dans le site je consomme local quelques recettes, alors pas forcément des recettes adaptées là pour les fêtes, mais vous allez trouver des tartes quiche aux chaours, des crèmes brûlées au safran, on a vu le safran tout à l'heure, des tagliatelles aux truffes, on l'a évoqué tout à l'heure. Bon, voilà, quelques idées de recettes. C'est plutôt pas mal. Je vous propose de faire une pause dans cette émission consacrée entièrement à la production locale en évoquant l'actualité agricole dans le département. C'est le retour sur l'actu. Premier élément qui a marqué l'actualité agricole auboise, c'était le 15 décembre dernier, avec près de 250 agriculteurs ont manifesté de façon musclée à Troyes autour de la direction départementale des territoires. Leur revendication, trop de réglementation, de nouvelles directives nitrates qui arrivent trop vite et des craintes pour leurs revenus. Ils demandent une pause avant de continuer à réformer leur métier. Autre actualité, une transhumance en centre-ville de Troyes, mercredi 18 décembre. Là, ce sont surtout des éleveurs de moutons qui se sont mobilisés suite à l'arrivée du loup dans l'Aube. Près de 80 animaux ont été tués dans le département. Sans défense face aux attaques des loups, les éleveurs ont cherché à se faire entendre auprès du grand public. Et enfin, pour terminer, dernière information, le concours de jeunes agriculteurs se déroule tous les 2 ans. Et en 2013, c'est Bruno Michel, bravo à lui, qui est le grand vainqueur de l'édition pour sa traite robotisée. En deuxième position, Guillaume Partiot avec sa diversification en lentilles vertes, produit local silanais, et suivi pour la 3e place de Vivien Figiel avec un atelier de transformation de produits laitiers. À noter, ces 3 personnes, on les verra dans la prochaine émission Terres et Vignes de l'Aube consacrée au concours des jeunes agriculteurs. Fabrice. Christian, on reprend notre fil rouge, notre plat 100% au bois. Vous en êtes où, Yves Abraham? Alors là, j'ai ma blanquette qui est en train de cuire. On avait préparer une blanquette au préalable pour voir un peu ce que donne le produit fini. Voilà. Alors là j'ai pris 2 partis pris différents. Là j'ai dressé mes lentilles. On a parlé d'une lentille, un lentillon rosé et une lentille verte. Je les ai séparés. Et là, juste à côté, on peut voir les lentilles entièrement mélangées et on distingue bien complètement leur couleur. Ça se goûte déjà, ça? Oh oui, ça c'est tout à fait possible. Oui, complètement. Tout se goûte. Une petite cuillère, hein, simplement. Ouais. Oui. Ah oui, là on sent le goût incroyable. Pourquoi avoir choisi l'épaule d'agneau? Alors j'ai un peu discuté avec les producteurs et ils me disaient que c'était comme tous les bouchers dans les animaux, on a tendance à vendre très facilement les beaux produits, les produits nobles, et puis les autres qu'il faut travailler, cuisiner pour les mettre en valeur, c'est un petit peu plus difficile. Alors que c'est très bon. Ah oui, et puis on a un coût de revient on est à 2,50 € par personne. Oui, on va parler de budget là dans l'émission, évidemment, ça c'est pas trop compliqué comme budget. Il y a une astuce ou des astuces pour garder la saveur des aliments quand on cuisine? L'astuce, c'est plus simple possible. Bien sélectionner le produit, le travailler le minimum, lui ajouter le minimum d'épices, le sel suffit. Quand on a un bon produit, le sel suffit, le reste, plus on va épicer. Dès qu'on identifie une épice au départ, elle est déjà en trop. Si on a l'épice, si on a le sel en premier, c'est que le reste est camouflé.
Yves, pour finir l'émission, je vous propose évidemment d'évoquer le roi des vins et le vin de roi, le champagne. C'est aussi un produit local. On va découvrir dans la rubrique Contre-champ comment le déguster, comment le choisir pour un bon repas de fête. Tout de suite. Pour nous en parler, on reçoit un spécialiste de la dégustation du champagne. Après le produit 100% au bois, c'est un produit 100% champagne de notre terroir. Et il s'agit de Frédéric Sonzogno. Vous êtes responsable développement à la maison Alexandre Bonnet, au Risset. Alors, on prépare les fêtes. Je viens d'acheter quelques bouteilles. Là, je les mets au frigo tout de suite, 10 jours avant. Quels sont vos conseils ? Alors, ce n'est pas nécessaire de les mettre 10 jours avant. On peut les mettre quelques heures avant de les boire. Debout, couché ? Plutôt, une fois qu'on les met au frigo, faut mieux les conserver couchés, à l'abri de la lumière. Comme tous les vins, ce que n'aime pas le champagne, c'est de faire le yo-yo en température. Maintenant, dans le frigo, vous pouvez la mettre debout 3 heures avant de l'ouvrir, c'est très bien. Alors, vous avez devant vous une série de verres, une série de flûtes, pardon. Finalement, pour bien déguster le champagne, quel verre, quelle flûte faut-il ? Je vois de plus en plus des formes élargies. Pour quelles raisons d'ailleurs ? Alors, la forme élargie, c'est pour les arômes. Si vous voulez, dans les flûtes que j'ai là devant moi, on a un petit peu, je dirais, c'est le meilleur compromis. C'est-à-dire qu'on garde la forme de la flûte pour garder la fraîcheur le plus longtemps possible, parce qu'on aime quand même boire le champagne frais. Par contre, on a la flûte évasée. Le côté évasé, c'est pour avoir un contact avec l'air le plus grand possible pour laisser se dégager les arômes. Puis la flûte se resserre sur le dessus, justement pour les concentrer sur le dessus, pour pouvoir bien sentir les arômes. Donc celle-ci qu'on trouve parfois sur les tables très fines, vous en pensez quoi ? Celle-ci, elle n'est peut-être pas idéale parce qu'elle va avoir tendance à un petit peu emprisonner les arômes et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la surface de contact avec l'air là-dessus est très faible. Alors je précise que tout cela est à consommer avec modération. On est vraiment dans le qualitatif, dans la dégustation. Justement, si je dois choisir un champagne pour l'apéritif et un champagne pour le repas, est-ce qu'il y a des types de champagne qu'il faut plutôt privilégier ? Tout à fait. Alors, on peut faire un repas complet au champagne avec différents types de champagne. Les champagnes pour l'apéritif, généralement, seront plus des champagnes comme celui-ci que je suis en train de servir, qui est un extra brut, donc avec un dosage plus faible. On va être souvent sur des chardonnays, donc des champagnes qui sont peut-être plus vifs aussi, plus sur la finesse. Un extra brut s'accompagnera avec l'apéritif ou éventuellement avec tous les fruits de mer et les huîtres, puisque le côté iodé de l'huître va aller très bien avec un champagne qui est un petit peu moins dosé en sucre. Ensuite, sur un repas, on pourra travailler sur des champagnes, eux, qui vont être peut-être un petit peu plus évolués, un petit peu plus structurés. Là, au niveau des assemblages, on travaillera peut-être plus sur des champagnes, sur des Pinot Meunier ou des champagnes de la montagne de Reims qui vont amener des champagnes plus vineux, donc qui accompagneront un repas, qui auront plus de caractère. Justement, repas et champagne, c'est donc possible, mais est-ce que c'est possible pour tout, notamment, je pense au gibier, au chocolat, je crois que ça c'est vraiment à éviter. Quels sont peut-être les mets qui s'harmonisent ? On va essayer d'éviter effectivement les mets qui sont trop puissants, puisque quel que soit le champagne, on reste quand même sur la finesse. Donc on va travailler surtout sur des viandes blanches ou des poissons. C'est ce qu'on conseillera, ou de la viande rose éventuellement. Mais pas des plats trop épicés. On va rester dans des plats pareil, naturels, où on va laisser s'exprimer le produit. Vous avez parlé d'extra brut déjà. Alors il y a plusieurs mentions, un brut, extra brut, sec, demi-sec. Qu'est-ce qu'il faut choisir là-dedans ? Parce que parfois moi je suis perdu. Mais tout ça c'est une question de dosage. Donc l'apéritif on sera sur des bruts ou des extra bruts. Ensuite les demi-secs, on va être vraiment là sur des champagnes de dessert. Un brut, un dosage moyen d'un brut c'est 8-10 grammes de sucre au litre. Un demi-sec c'est 35 grammes. Donc le demi-sec va être là pour accompagner un dessert sucré. L'idée, c'est simplement d'avoir un équilibre en bouche. Vous allez avoir du sucre dans les papilles. Avec un demi-sec, vous aurez un équilibre. Le brut, exactement, ça veut dire quoi ? Le brut, c'est une question de dosage. Il y a une réglementation. Un brut doit être dosé entre 7 et 14 grammes de sucre au litre. Et le dosage, de quoi il s'agit ? C'est un sirop ? On rajoute du sucre ? Le dosage, c'est la dernière opération qu'on fait en champagne avant de boucher la bouteille. On fait d'abord le dégorgement, on fait sortir le dépôt de la bouteille, donc on perd un petit peu de liquide. Et là, on rajoute ce qu'on appelle la liqueur d'expédition, qui est un mélange effectivement de sucre et de vin. Alors, on voit souvent sur les tables, notamment des restaurants, mais aussi pendant les fêtes, des seaux à champagne. Donc, j'ai l'impression que parfois, quand il est trop frais, on perd les arômes. Voilà, c'est assez agréable. Et pendant le repas, s'il est trop chaud, c'est pas très bon. Quel conseil vous donnez ?
C'est un petit peu le problème du saut à champagne, puisque le saut à champagne a tendance à garder le champagne très frais. Malheureusement, beaucoup de gens boivent le champagne trop frais. Et là, effectivement, on passe à côté des arômes. La température idéale pour boire un champagne, c'est 8-10 degrés. On va sortir du frigo à 4-6 degrés. Quand on va le servir, il va monter d'1 ou 2 degrés déjà dans la coupe. Et là, il sera parfait. Ce qu'on voit aussi souvent dans le service du champagne, c'est qu'on peut, si on reste sur un seau à glace, ce qui peut être intéressant, c'est avant que la personne ait complètement fini sa coupe, on sort la bouteille du seau à glace et on va la remplir. Et le champagne qui est à la bonne température va mettre le champagne qui sort du seau à glace directement à la bonne température de dégustation. Ni trop frais, ni trop tiède. Exactement. Parfait. Fabrice, peut-être on va vous rejoindre pour déguster. On est en train de finir le plat. Yves Abraham est en train de préparer les assiettes. Alors désolé, hein, on va se quitter en préparant nos assiettes à nous, mais vous pouvez faire comme nous, préparer un repas de Noël 100% local, avec pourquoi pas de l'épaule d'agneau, mais sur le site internet qui s'affiche sur l'écran, vous allez pouvoir découvrir énormément de recettes pour faire des fêtes de fin d'année 100% locales. Je vous propose qu'on se rejoigne ici avec Yves Abraham et puis qu'on puisse voir la fin de la démonstration culinaire. Bravo en tout cas pour ce défi, Yves Abraham. C'était vraiment formidable. Évidemment, dans la télévision, il manque l'odeur. Et je peux vous dire, ça sent bon, on a faim. Je vous souhaite vraiment à tous, merci, à consommer également avec modération, mais on va fêter également les fêtes de fin d'année. À tous, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année 2013 et on se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau Terres et Vignes de l'Aube. Santé. À vous.